Je ne voudrais pas vous mettre un stress supplémentaire sur les épaules, puis vous dire, bon là, j'avais déjà assez d'ouvrage, maintenant, il faut que j'essaye d'être mieux dans ma peau. Vous savez, vous allez suivre un cours sur la gestion du temps. Vous dites, me semble que j'étais tellement occupée, j'avais-tu besoin du cours sur la gestion du temps en plus? Ou sur la gestion du stress? C'est pas mon but. Mais je sais, par exemple, que le bien-être, le bonheur, c'est une responsabilité partagée. Je sais que chacun d'entre nous, on a du pouvoir. On en a sur notre vie, puis on en a sur la vie des autres. Vous êtes mieux que quiconque placé pour savoir quel énorme pouvoir on peut avoir sur la vie des autres. Ça risque de vous amener à oublier le pouvoir que vous avez sur votre propre vie. Quand on a grandi dans une mentalité qui était celle du Québec, beaucoup, à savoir de valoriser davantage ce qu'on fait pour les autres que ce qu'on fait pour soi. Quand on a choisi une profession d'aidant, et j'en sais quelque chose, il y a quelque chose en nous qui nous a dit, mets-toi à la place de l'autre, aide l'autre, donne-toi. Tout ceci est positif. Mais il y a quelque chose qu'on a peut-être perdu de vue, c'est que la plus belle chose qu'on peut donner à l'autre, c'est le fait d'être heureux. Moi, je dis aux psychologues, écoutez, si vous êtes débordés, ce n'est pas de la faute de vos patients. Essayez de faire en sorte qu'ils sentent moins. Mais je dis une chose aussi. Êtes-vous seul? Est-ce que si vous avez fait une erreur dans l'après-midi, est-ce qu'il y a au moins une seule personne en qui vous avez assez confiance que vous allez y raconter? Pas vos bons coups. Vos bons coups, ils ne vous empêcheront pas de dormir, puis vous avez plein de monde à qui en parler. Vos erreurs, parce que vous avez droit à ça. Ça peut peut-être vous faire drôle qu'une présidente d'ordre professionnel dise que vous avez droit à l'erreur, mais je le pense sincèrement. On n'a pas droit de multiplier les erreurs, mais on a droit à l'erreur. Puis on a droit à un support pour être capable de se réorienter. Donc, oui, notre bien-être, quand vous dites à votre fédération « prenez soin de nous », le seul fait que ça les préoccupe assez longtemps pour venir en parler, pour chercher des moyens de prendre soin de vous, c'est déjà quelque chose. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'il y a une volonté de faire quelque chose pour vous. Moi, ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de vous sensibiliser à ce que vous pouvez faire pour vous-même et à ce que vous pouvez faire pour vos collègues. Et ce faisant, vous le ferez pour vos patients. Une des choses que je me fais dire le plus souvent quand je dis aux gens de prendre soin d'eux, ils disent « Ouais, là, je vais-tu devenir égoïste puis égocentrique, puis ça. » Je vais vous poser la question suivante. Vous êtes trop nombreux pour me répondre individuellement, mais répondez-vous vous-même. Vous arrivez au travail, puis vous rencontrez une collègue, puis elle a passé une fin de semaine de plein air, elle s'est reposée. Il y a quelqu'un qui lui a demandé de faire de quoi en surplus. Elle a été capable de dire non. Sa belle-sœur a voulu y amener ses enfants. Elle a dit « ça ne me donne pas, c'est ma seule fin de semaine de congé dans le mois. » Elle a fait ça. Elle arrive au travail et elle dit « Hey, salut, comment ça va? » Prenez l'autre scénario. Vous arrivez au travail, puis vous rencontrez quelqu'un qui dit « Là, j'en peux plus. Parce que je suis
suis au service de tout le monde, tout le temps. Même mon chum s'en aime, même ma belle-sœur m'a amené ses enfants en fin de semaine. Laquelle des deux va vous faire passer une plus belle journée? Laquelle des deux vous a le plus rendu service? Celle qui a pensé à elle. Fait que, pensez à vous, là, ils ne pourront jamais écrire ça dans une convention collective, là, mais ça devrait être l'esprit qui nous habite tous. C'est pas trop. C'est une denrée essentielle. Moi, quand on me parle des problèmes de santé mentale au travail, ça, là, c'est une aberration. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Un problème de santé mentale qui commence à 8 heures le matin et qui finit à 4 heures l'après-midi. Ça n'existe pas, ça. Quand tu fais de l'angoisse à 3h30, en général, à 5 heures, à 7 heures, t'en fais encore. Puis quand tu es déprimé à 2 heures, tu l'as encore à 8 heures pour ça. Ce qui a amené cette expression, qui est largement utilisée, c'est qu'on a comptabilisé les manifestations des problèmes de santé mentale. On est capable de les comptabiliser au travail. Moi, un jour, je rencontre une patiente qui est une mère de 2 enfants, dont le mari travaille tout le temps, soit parce que les enfants broillent trop, soit parce qu'il faut qu'il travaille, mais en tout cas, il travaille tout le temps. Elle est épuisée. Je dis à mon collègue médecin avec qui je travaille, elle, là, on ne peut pas la mettre en arrêt de travail. Elle est en plein burn-out, elle, là. Puis on ne peut pas la mettre. Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que, sauf que si elle avait été au travail, on l'aurait comptabilisé. Fait que, moi, je ne suis pas de ceux qui croient que le travail devrait nous rendre malheureux. Au contraire, on y passe un grand nombre d'heures. Il faut aussi trouver une façon d'être heureux. En vous disant que c'est une responsabilité partagée, notre bien-être, je ne vous le mets pas toutes sur les épaules. Tout le monde a sa responsabilité. Mais je vous dis une couple d'affaires. La première, c'est que si c'est une responsabilité partagée, vous n'êtes pas seul. Vous ne devez pas chercher à y arriver seul. Vous n'êtes pas non plus impuissante, le mot a un meilleur sens au féminin qu'au masculin, en tout cas. Vous y pouvez quelque chose à votre bien-être. L'autre chose, c'est que vous avez du pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir d'agir, de demander, de négocier, d'exiger. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Comme professionnel, vous avez une identité. Ça, l'identité professionnelle, c'est un élément excessivement important. Important pour chacun des professionnels. On le sait, ça contribue à notre bien-être. C'est important pour les patients aussi. C'est important que les gens sachent qui on est, d'où on vient. Bon, j'en ai entendu, ça fait une demi-heure que je suis ici. J'ai entendu quelques propos qui, selon moi, référaient à l'identité professionnelle. Être reconnu pour qui on est, avec notre vrai titre. Ça compte. Mais ça ne peut pas vivre tout seul. Je ne peux pas avoir comme identité ma seule identité professionnelle. Moi, si je suis une psychologue 24 heures par jour, je trouve ça trop fatigant. Moi, quand je prends un taxi et qu'il me dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Si j'ai le malheur de dire que je suis psychologue, ah mon Dieu! Il va arriver 2 affaires. Ou bien, tu sais, son enfant qui a de la misère à l'école, ou sa femme qui l'a quitté, bon, tout ça. Ou bien il va me dire « Ah, moi, ils m'ont dit qu'ils étaient tout fous, ceux qui s'en allaient là-dedans. » Fait que, il y a des fois où je m'abstiens. Je me dis, je prends un break. Puis il y a des fois où je n'ai pas du tout envie de m'abstenir. Quelqu'un me demande qui je suis, mon identité professionnelle, ça compte.
Mais je ne peux pas être que ça. Et je vais vous illustrer ça par une image. Vous savez, quand on grandit, quand on prend une formation, quand on occupe une place dans la société, un rôle dans une équipe, par rapport à nos collègues, comme vous le faites, on fait penser un peu aux poupées gigognes, aux poupées russes. On passe d'une petite poupée à une plus grande, à une plus grande, à une plus grande, et plus vous êtes arrivé avec une grande poupée, plus votre petit est gros, plus vos responsabilités sont importantes, plus c'est valorisant, plus c'est beau. Mais attention, plus c'est fragile. La plus grosse des poupées gigognes, là, si vous l'échappez par terre, là, elle va casser. Si quelqu'un marche dessus, il va la démolir. Il y en a juste une qui est solide. Il y en a juste une qu'on peut échapper par terre qui ne cassera pas. Il y en a juste une sur laquelle quelqu'un d'autre peut marcher, puis ne pas la démolir. Et c'est la toute petite. La toute petite, là, c'est vous. C'est ce que vous pensez réellement de vous-même. C'est ce que vous êtes, vous, ce en quoi vous croyez, ce qui est essentiel pour vous, ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez en vous. Vous savez l'expression, c'est avec cette personne-là que je me couche le soir. Se coucher avec soi-même. Ça, personne ne peut nous l'enlever. C'est essentiel qu'on continue de nourrir. Si je me mets de côté, au point de donner toujours la place aux plus grandes poupées, puis les plus grandes poupées sont très sollicitées. Vous autres, j'imagine, vous êtes ici, vous représentez du monde. Donc, quand vous êtes ici, vous portez des responsabilités de ceux que vous représentez. Quand vous retournez au travail, vous soignez du monde, vous portez des responsabilités. On attend beaucoup de vous. Et, sûrement moins qu'on le devrait, mais on vous accorde aussi une valeur. À partir du moment où on a ça, c'est un piège. C'est tentant de se sentir indispensable. Vous êtes dans des professions où le risque de se sentir indispensable est énorme. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont obligés de faire du surtemps. Ça arrive-tu encore, ça? Il me semble que j'ai entendu parler que c'est bon. Alors, imaginez-vous que là, il y a un piège, parce que c'est épuisant de se sentir indispensable. Mais à court terme, il y a quelque chose, il y a un petit peu plus d'adrénaline là que dans la maison chez vous, à moins que le trouble soit pris dans la maison chez vous. Moi, là, je ne sais pas, vous êtes 400-500, peut-être plus. Vous êtes quasiment tous silencieux à m'écouter. Pensez-vous, quand je vais rentrer chez nous ce soir, que tout le monde va garder le silence pour m'écouter? J'ai un bien meilleur auditoire avec vous autres qu'à la maison. Il me semble que vous me trouvez plus intelligente qu'ils me trouvent, eux autres, tu sais. Ça peut devenir une drogue, être indispensable. Moi, j'ai traité beaucoup de personnes qui avaient fait des burn-out. Ils avaient tous trop travaillé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait fait un burn-out et qui n'avait pas trop travaillé. Mais il y avait toute autre chose aussi qui s'était passé. Il n'y avait pas eu de support, il n'y avait pas eu de reconnaissance. Ils s'étaient épuisés à force de chercher une valorisation qui n'arrivait pas. Et très souvent, ils avaient demandé au travail de leur apporter ce que le travail ne peut pas apporter. Vous savez, des fois, on parle de la conciliation travail-famille, à quel point ça peut être exigeant. Je vais vous dire qu'il y a quelque chose de pire que ça. Et c'est la conciliation travail-solitude. Parce que quand vous êtes obligé de concilier travail-famille, il y a un moment donné où vous êtes à votre comptoir en train de couper vos carottes.
Puis il faut faire ça. Puis il y a un moment donné où vous êtes écrasé devant la télé avec des petits bonhommes. Puis à un moment donné où vous lisez une histoire pour endormir quelqu'un, puis à un moment donné où vous vous chicanez avec votre chum, ça fait du bien ça des fois aussi, tu sais. Les gens qui travaillent puis qui rentrent seuls, ils n'ont pas cette exigence-là. C'est tentant de rester plus longtemps au travail. J'en ai vu, moi, des burn-out de monde qui ont travaillé trop parce que c'était plus intéressant au travail que ce qui se passait à la maison. Ce qui ne nous empêche pas de trouver ça difficile au travail. Y avait-il une question? Non? Les êtres humains ont besoin de se réaliser. Et c'est une des choses qui vous met le plus à risque dans le type de conditions dans lesquelles vous travaillez très souvent. Vous avez choisi ces professions-là parce que vous aviez des valeurs, vous aviez des objectifs en tête. Vous vous disiez, ah, moi, quand je vais être infirmière ou infirmière auxiliaire, ou quand je vais être une allothérapeute, je vais réaliser telle chose. Puis là, il arrive que vous avez 2 fois moins de temps que vous pensiez, et des fois 3 fois moins de temps que vous pensiez. Ce qui est en train de changer à ce moment-là, c'est le cadre dans lequel vous avez à exercer ce que vous avez choisi d'exercer. Vous pouvez, je suis sûre, ensemble, demander des modifications, chercher à modifier le cadre. Mais si vous faites ça seul, vous allez vous épuiser. Une chose que vous pouvez faire, c'est de vous poser la question, comment, à l'intérieur de ce cadre-là, comment moi je peux avoir le sentiment de réaliser quelque chose? On est beaucoup plus fatigué par le travail qu'on n'a pas fait que par celui qu'on a fait. Partir le soir, puis dire j'ai ça de pas fait. Ça va faire que vous allez passer une mauvaise soirée puis une mauvaise nuit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, peut-être qu'on peut regarder à l'avance qu'est-ce qu'il est réaliste d'attendre de nous aujourd'hui. Et là, ça m'amène à un thème qui m'est très cher, qui est les attentes qu'on a envers nous-mêmes. Vous savez, les autres ont beaucoup d'attentes envers nous. Mais ça, c'est de la petite bière, les attentes que les autres ont envers nous. Les pires pour nous juger, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Est-ce que c'est réaliste ce que vous attendez de vous? Et si ce n'est pas réaliste ce que vous attendez de vous, vous êtes immédiatement à risque d'insatisfaction chronique. Fait que des fois, il faut se battre avec les attentes que les autres ont envers nous, mais des fois, il faut se battre aussi avec les attentes qu'on a nous-mêmes envers nous. Une bonne façon de voir comment vous pourriez améliorer les choses pour vous-même, c'est de regarder ce qui est constant dans votre vie. Est-ce qu'il y en a un problème que vous avez au travail, mais que vous avez à la maison aussi? Vous savez ces phrases qu'on dit qui commencent par « Ah, moi, je ne sais pas comment ça se fait que ça m'arrive tout le temps comme ça. » Tu sais, si vous dites « Je ne sais pas comment ça se fait, moi, c'est toujours moi qui finis par écrire le rapport. » Ah bon, c'est un drôle de hasard, ça, c'est toujours vous qui finissez par écrire le rapport. Ça se peut-tu que vous ayez le crayon dans les mains quand les autres disent « Ah non, pas moi. » Ça se peut, je dis, quand quelqu'un dit, je ne sais pas qui va recevoir à Noël, que le silence, le fait que personne d'autre réponde, ça vous angoisse tellement que vous dites « Ah, ben moi, je vais recevoir. » Ça se peut-tu qu'en plus, vous allez dire « Ça ne me dérange pas. »
Vous risquez même d'aller plus loin que ça et de dire « ça me fait plaisir ». Il y a des bonnes chances qu'ils vous redemandent. Puis tant que ça vous fait réellement plaisir, c'est une chose. Tant que ça ne vous dérange pas, c'est une chose. Mais le jour où ça se met à peser trop lourd, mais où vous avez le sentiment que la seule façon d'être aimé, que la seule façon d'être apprécié, que la seule façon d'être respecté, c'est de dire oui. Non seulement aux demandes qui sont ouvertement formulées, mais à celles qui ne sont même pas formulées et que vous ressentez. Ça prend pas mal de place. Vous passez à côté de quelqu'un, puis elle fait « Ah! » Êtes-vous du genre à dire « Je peux-tu faire quelque chose pour toi? » Puis que l'autre vous dise « Je suis embourbée, je suis 2 heures en retard dans ce que je devais faire. » Puis plutôt que de dire « Écoute, je peux te donner un petit 15 minutes » que vous lui disiez « Ben, on va séparer le 2 heures en deux, fait que tu vas être débordé d'une heure, moins d'une autre heure. » Vous savez, je donne cet exemple-là, mais on est beaucoup le fruit de notre sensibilité, de nos émotions. Je vous dirai sûrement pas de vous battre contre votre sensibilité. Premièrement, vous n'y arriverez pas. Deuxièmement, c'est une richesse, la sensibilité, à condition d'être consciente de ce qui se passe. Moi, je peux vous dire, puis là, je vous sors du milieu de travail complètement. Moi, comme clinicienne, là, si on me demandait c'est quoi la phrase qui vous a été dite là, le plus souvent, et je vous dirais que c'est « moi, mes parents m'ont tout donné ». Les patients qui viennent voir un psychologue, qui sont souffrants, très souvent vont dire ça. Ils vont dire « mes parents m'ont tout donné ». Puis ils disent « je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à pas être bien comme ça, tu sais, j'ai pas été battue, j'ai pas été maltraitée, j'ai pas été violée, j'ai pas été… » Bon, une chance qu'ils n'ont pas eu ça en plus. Que nos parents nous aient tout donné, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et je m'adresse aussi aux parents dans la salle qui auraient envie de tout donner. Parce que quand on donne tout, on se prive trop souvent du bonheur. Et ce qu'on a de plus précieux à donner à nos enfants, c'est l'image, c'est l'idée qu'on peut être heureux, que vieillir, que grandir, ça donne quelque chose, ça. Alors, si je leur donne tout, je développe chez eux, si je ne suis pas heureux, je développe chez les enfants une sensibilité au malheur de l'autre. Et je vais aller plus loin que ça. Je développe chez eux l'exigence, la tentation de tout faire pour rendre l'autre heureux. Essayez de rendre votre mère heureuse quand ça fait 22 ans qu'elle est déprimée. Clémence Desrochers avait un monologue extraordinaire là-dessus, puis il y en a parmi vous qui travaillent dans le CHSLD, je suis sûre que vous avez vu le genre d'exemple que je vais donner. Elle avait le monologue des cadeaux de Noël et des cadeaux de fête qu'elle amenait à sa mère pour essayer de faire plaisir à sa mère. Puis que les tiroirs se remplissaient de choses que la mère n'utilisait pas, n'appréciait pas. On n'est pas juste heureux de ce qui nous arrive, hein? On est heureux de ce qu'on peut apprécier.
Et s'il y a quelqu'un autour de nous qui cherche à faire quelque chose pour nous et qu'on n'est pas capable de l'apprécier, et je suis sûre que vous voyez ça chez des patients. Tu sais, il doit y avoir des patients où il amener un verre d'eau, puis c'est la reconnaissance, puis un autre. Écoutez, moi, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai été hospitalisée il y a quelques années, parce que j'avais eu un accident. Fait que j'avais toute ma tête, tu sais, fait que j'observais. Je me suis dit, ils sont patients avec les familles. Moi, c'était pas le patient qui fatiguait l'infirmière. C'était sa femme qui trouvait que la boucle de sa jaquette, là, elle n'était pas faite. Moi, il y a un samedi soir, j'ai dit à l'infirmière, mettez-moi dans une chaise roulante, mais allez y parler parce que j'en peux plus pour vous. Tu sais, quand tu es là pour 24 heures par jour, puis tu les vois rocher, tu dis, hey, la jaquette du gars, là, tu sais, c'est une priorité. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de patience. Donc, ces exigences-là, surtout quand vous ne les trouvez pas raisonnables, c'est déjà beaucoup. Mais si en plus, dans votre travail, vous avez quelque part au fond de votre tête l'idée de plaire à tout le monde, l'idée de répondre à tous les besoins, l'idée d'éviter toute souffrance. Et je sais que c'est votre responsabilité d'essayer d'en éviter le plus possible. Mais la réalité, c'est qu'il faut se fixer des objectifs réalistes. Moi, quand des employeurs me demandent d'aller leur donner, bon, parce que là, l'absentéisme au travail, pour des problèmes de santé mentale, c'est très, très coûteux, fait que ça préoccupe beaucoup de monde. Je leur dis, c'est pas les exigences envers vos employés qui vous posent un problème. C'est les exigences qui ne sont pas réalistes et pour lesquelles vous ne leur donnez pas les moyens. Parce que si vous rentrez au travail et que personne n'attend rien de vous, si personne n'a aucune exigence envers vous, va fais ce que tu veux, quand ton temps sera fini, tu partiras. Pas sûr que vous allez vous sentir valorisé, moi. Pas sûr que vous allez passer une belle journée. Si vous rentrez au travail et que quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous donne l'information, vous donne la formation, vous donne le temps, vous donne les moyens, vous allez vivre ça comme un cadeau. Parce qu'il vous donne l'occasion de vous réaliser. Et ça fait partie de nos besoins comme êtres humains. On sait, par exemple, pour prendre un exemple qui vient des CHSLD aussi, il y a des études qui ont montré que la personne âgée à qui on laisse une responsabilité, ne serait-ce que de nourrir un poisson rouge, on s'entend que c'est pas trop fatigant, tu sais, ou d'arroser une plante, elle va mieux que celle à qui on ne donne aucune responsabilité. On a besoin de se sentir utile, on a besoin de se réaliser. Ce qui nous épuise, c'est pas d'avoir à faire ça, c'est d'avoir à le faire et de ne pas y arriver. Si, jour après jour, vous n'y arrivez pas, il faut absolument prendre le temps d'en parler avec vos collègues, d'en parler avec vos supérieurs, de vous en parler à vous-même. Est-ce que ça se peut aussi que moi, j'ai trop d'exigences envers moi-même? Nous avons absolument besoin de faire alliance. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'essentiel. Nos relations humaines ne peuvent pas se résumer exclusivement à nos parents, nos enfants, nos chums et nos amis proches. C'est trop lourd émotivement. Nos relations de travail, ça fait partie de notre bien-être. Parlez-en à ceux qui ont pris des retraites puis qui se sont retrouvés avec ça, le réseau, ceux avec qui ils jouent au quai le mercredi après-midi. Des fois, ils se sont ennuyés de vous autres. Même si, quand ils travaillaient, ils pouvaient vous trouver fatigants. Vos collègues de travail, là, vous ne les avez pas choisis. Vous allez dire ça. C'est vrai, vous ne les avez pas choisis. Mais vous n'avez pas choisi vos parents non plus. Vous n'avez pas choisi vos enfants non plus. On ne le dira pas, mais ils ne ressemblent pas toujours aux rêves qu'on avait.
Il y a juste une sorte de personne que vous avez choisie dans votre vie, puis c'est vos conjoints. Ça a l'air qu'on manque notre coup à peu près une fois sur deux. Fait que, moi, je pense que le fait qu'on n'ait pas choisi nos collègues de travail, c'est pas une bonne raison pour s'organiser pour être bien avec les gens qui nous entourent. Être là les uns pour les autres. Être là les uns pour les autres, c'est pas prendre complètement le fardeau de l'autre. C'est qu'au moins on ait une compréhension commune. Quand on est deux à être débordés, puis qu'on se fait un clin d'œil, puis qu'on dit « moi aussi je le suis », c'est déjà moins lourd à porter que si on est tout seul à se dire « ah, ça doit être moi qui n'ai pas compétent, ça doit être moi qui n'ai pas assez vite ». Quand on est deux pour aller ensemble formuler une demande, ça va mieux aussi. On s'attend des autres à ce que les autres nous respectent et c'est une attente tout à fait réaliste. Mais la première condition pour que les autres nous respectent, c'est de nous respecter nous-mêmes. Et nous respecter, ça veut dire respecter nos limites. C'est un exercice quotidien parce qu'on est sollicité de l'extérieur. Moi, j'ai une autre image pour ça. Vous allez voir, vous allez dire que je suis une fille aux images concrètes, mais ça m'aide. Justement, quand j'ai eu l'accident, où j'ai été hospitalisée, j'avais été frappée par une voiture. Tenez-vous bien, j'ai été frappée par une voiture un soir où il pleuvait, il faisait noir, il était 10h moins quart le soir. Je m'en allais dans mon auto chercher un document pour finir de préparer une conférence que je donnais le lendemain matin. Moi, je ne suis pas le genre à faire beaucoup de culpabilité. Mais, quand j'ai fait l'analyse de ça, je me suis dit, il faisait noir, il pleuvait, le gars avait pris un coup, puisqu'il n'a pas arrêté, ça devait être parce qu'il y avait de quoi se reprocher. Mais moi, là, qu'est-ce que je faisais là, moi, à 10h moins quart le soir? Sans savoir que je faisais ce raisonnement-là, les employés à l'ordre m'ont envoyé comme cadeau un très bel étui pour mettre mon crayon. Et l'étui, il est un petit peu trop grand. Et je me suis dit, ça, ce sera mon symbole à moi. Dans ma vie, dorénavant, je garderai un petit espace pour moi toute seule. Un petit espace pour au cas où je sois trop fatiguée, qui est quelque chose qui peut bouger sans que ce soit dramatique. Moi, quand Mme Laurent m'a dit tout à l'heure, on a un peu de retard, c'est plus quelque chose qui me jette à terre et qui me stresse. Mais moi, j'aurais été le genre à dire, je m'en vais donner une conférence là à Saint-Hyacinthe de 2h30 à 3h30. À 3h30, je sors de là, je peux me donner un rendez-vous à Montréal à 5h, mettre un patient dans mon bureau à 5h. Moi, j'aurais pu faire ça, moi. Je vous dis que le crayon, il est serré dans l'étui dans ce temps-là. J'ai décidé que cet accident-là m'aurait apporté ça. Je vous transmets cette image-là. Prenez une image qui vous convient à vous autres. Mais est-ce que dans votre journée, il y a un moment qui est juste pour vous? Est-ce que s'il arrive un imprévu, vous allez être capable de le gérer? Et ça, il n'y a personne qui va vous le donner. Il faut que vous le donniez. Parce que c'est une question d'attitude. Écoutez, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je me suis engagée à surtout vous laisser la parole pour qu'on puisse échanger ensemble. Je résumerai mon propos en disant que vous n'êtes pas seul, mais vous y êtes pour quelque chose dans les liens que vous créez. Que la demande, les attentes sont toujours plus grandes que ce à quoi on peut répondre, mais que la personne qui décide des objectifs qu'on va atteindre dans une journée, c'est nous. Prenez quelques minutes pour vous dire qu'est-ce qui est réaliste que je fasse aujourd'hui, parce que c'est à partir de là seulement que vous allez avoir ce qu'il est essentiel d'avoir, des moments de satisfaction, de dire
bonne job. J'ai travaillé fort, j'ai fait une bonne job et je suis contente de moi. Même si tout n'a pas été fait, là, parce que si c'est ça votre exigence, vous n'y arriverez jamais. Et ne négligeons pas notre vie personnelle. On est fait pour se fatiguer. Le problème, c'est quand on n'est plus capable de se reposer. On est fait pour faire des efforts. Le problème, c'est quand on ne sait plus comment faire pour avoir du plaisir. Puis, on est fait pour le don de soi. Le problème, c'est quand on est tellement habitué de donner qu'on n'est plus capable de recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui pense à vous, qui fait quelque chose pour vous? Puis s'il n'y a personne, peut-être que ce n'est pas parce que vous êtes malchanceux, mais peut-être que c'est parce que vous avez tendance à ne pas laisser les autres prendre soin de vous. Je suis sûre qu'ils ne prennent pas assez soin de vous, mais ouvrez un peu, exprimez vos besoins, puis vous augmentez vos chances que ça arrive.